Les lignes directrices de la FMH sur la prise en charge de l'hémophilie sont des lignes directrices de haute qualité fondées sur des conseils d'experts et sur des preuves qui seront utilisées par les prestataires de soins de santé et par les patients. Les lignes directrices sont disponibles gratuitement sur le site de la FMH et vous les voyez ici sur la diapositive. Aujourd'hui, nous allons vous parler du chapitre 7 de ces lignes directrices de la FMH qui porte sur le traitement des hémorragies particulières. L'élaboration du chapitre 7 des lignes directrices de la FMH est un travail d'équipe. Cette équipe était composée d'un certain nombre de personnes. Ces personnes comprennent des fournisseurs ou des prestataires de soins de santé et des personnes atteintes d'hémophilie sous la direction des responsables du contenu. Nous remercions à nouveau le personnel de la FMH qui a soutenu tout ce processus d'élaboration ainsi que les personnes externes qui ont été invitées à apporter leur expertise. Comme vous pouvez l'imaginer, ces lignes directrices sont le fruit d'un travail de groupe auquel ont participé un certain nombre de personnes. Les prestataires de soins de santé qui ont participé à ce travail sont Johnny Malangui, Gérard Dolan, Alison Dougal, Nicolas Godard, Margaret Rani et Jerzy Vindiga. Les personnes atteintes d'hémophilie étaient Enrique Hernandez, Bradley Rayner et les responsables du contenu étaient Glenn Pierce, qui est le vice-président médical de la FMH, et Alok Shrivastava, et qui est l'auteur principal de ces lignes directrices. Comme je l'ai déjà dit précédemment, le personnel de la FMH et les consultants externes ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de ces lignes directrices. Le phénotype de saignement de l'hémophilie est assez diversifié. Les patients peuvent présenter des saignements cutanés. Ils peuvent présenter des saignements dans les muqueuses, dans les muscles, mais ce n'est pas si fréquent. Ils peuvent présenter des saignements menaçant les organes, comme dans le cas de ce patient qui saignait dans les deux yeux à la suite d'un traumatisme. Les saignements qui inquiètent la plupart d'entre nous sont ceux qui mettent la vie en danger, comme les saignements dans l'espace intracrânien. Mais le site de saignement le plus courant chez ces patients est le saignement dans les articulations, comme le montre le saignement du genou droit de ce patient. Différents saignements nécessiteront une prise en charge spécifique et le chapitre 7 traite de la prise en charge spécifique à travers un certain nombre de sites. Et ces sites comprennent l'hémarthrose, c'est-à-dire les saignements dans l'articulation, les saignements du système nerveux central, les saignements du cou et de la gorge, les saignements gastro-intestinaux, les saignements de l'œil, du rein, les saignements de la muqueuse dans la cavité buccale, les saignements de nez, les lacérations ainsi que les saignements des tissus mous. C'est dans ce contexte que l'expertise a abouti à 37 recommandations consensuelles relatives au saignement de ces sites spécifiques. Vous conviendrez avec moi que si je devais décrire chacune de ces recommandations en détail et les passer en revue, il me faudrait beaucoup plus de temps que celui dont nous disposons dans cette présentation. Il est donc important pour moi d'axer cette présentation sur des saignements spécifiques et nous allons nous concentrer sur le site le plus courant des saignements dans le cadre de l'hémophilie, à savoir l'hémarthrose, ainsi que sur les saignements qui mettent la vie en danger. Et puis, nous allons souligner l'importance d'une intervention précoce pour limiter l'étendue des saignements et réduire les complications de ces saignements.
Pour vous rappeler l'importance d'une intervention précoce, les avantages à court terme sont nombreux. Ils comprennent un soulagement rapide de la douleur, une mobilité précoce si le saignement touche le système musculo-squelettique, une réduction de l'hospitalisation, un taux plus faible de ressaignement et bien sûr une réduction du coût de l'hospitalisation et des médicaments associés à la prise en charge de ces patients. Les avantages à long terme des interventions précoces comprennent la réduction de l'arthropathie, la diminution de l'invalidité, la disparition de la chirurgie orthopédique et bien sûr l'amélioration de la qualité de vie de ces patients. Par conséquent, sans aucun doute, l'intervention précoce est importante. Bien sûr, la question la plus importante que l'on se pose toujours est de savoir comment intervenir de manière précoce. Nous allons utiliser l'hémarthrose comme exemple d'intervention précoce. C'est sur ce point que nous allons nous concentrer. Comme vous le savez, la caractéristique clinique de l'hémophilie est le saignement dans l'articulation. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, le genou droit présente une hémarthrose. Chez un sous-ensemble de patients, cette hémarthrose peut se transformer en synovite chronique. La synovite chronique peut conduire à une arthropathie terminale, comme vous le voyez sur cette diapositive, sur laquelle le dysfonctionnement musculo-squelettique associé est radiologiquement montré comme la destruction de l'articulation. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de prévenir ce processus et dans certains cas de le ralentir grâce à la thérapie de remplacement. La thérapie de remplacement est donc aujourd'hui le traitement de référence accepté pour les patients atteints d'hémophilie. Dans la prise en charge de l'hémarthrose, il y a un certain nombre d'étapes qui sont importantes pour le succès de la prise en charge de l'hémarthrose. Ces étapes commencent par un diagnostic précoce, un traitement précoce, l'utilisation de traitements complémentaires et bien sûr la rééducation des patients qui ont eu des saignements musculo-squelettiques. Je voudrais maintenant vous présenter chacune de ces étapes de la prise en charge de l'hémarthrose. Commençons par le diagnostic précoce. Bien sûr, il faut reconnaître l'hémarthrose, qui est un saignement intra-articulaire et, par opposition, à l'arthropathie. C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de traitements bien caractéristiques et définis existent, afin de pouvoir déterminer si l'on a affaire à un saignement ou à une arthropathie. Ces caractéristiques comprennent l'augmentation du gonflement ou de la chaleur de la peau au-dessus de l'articulation, s'il s'agit d'un saignement articulaire, l'augmentation de la douleur et la perte progressive de l'amplitude des mouvements ou la difficulté à utiliser le membre. L'un ou l'autre de ces signes permet de s'assurer qu'il s'agit bien d'un saignement et non d'une arthropathie ou d'un autre trouble que le patient pourrait ressentir. Si l'on a identifié un saignement comme tel, la prochaine chose logique à faire est d'intervenir. Un traitement précoce faisant appel à une thérapie de substitution ou de remplacement et bien sûr la gestion de la douleur sont importants. L'objectif d'un traitement précoce est d'arrêter le saignement le plus rapidement possible, car plus on attend, plus la quantité de sang présente dans l'articulation risque d'être importante et va mettre davantage de temps à se résorber.
nous utilisons un concentré de facteur de coagulation qui est administré immédiatement et ce, à une dose suffisante pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Dans certains cas très rares, où l'on ne sait pas si on a affaire à un saignement ou non, l'utilisation de modalités supplémentaires telles que l'échographie peut être utile pour déterminer s'il s'agit, par exemple, d'une arthropathie ou d'un saignement. Bien sûr, toute intervention doit être suivie d'une surveillance de la réponse au traitement, dont nous parlerons plus tard. Notre recommandation au chapitre 7 est que si l'on a affaire à un patient atteint d'hémophilie sévère présentant une hémarthrose, il faut le traiter immédiatement avec un concentré de facteur de coagulation par voie intraveineuse jusqu'à ce que le saignement soit résolu. Normalement, nous ne nous arrêterons pas, à moins bien sûr qu'il y ait une raison de croire que l'hémorragie s'est déjà résorbée. Cette recommandation est différente de celle que nous avons faite pour les patients atteints d'hémophilie légère ou modérée, pour lesquels il est possible de traiter l'hémorragie avec une seule dose de perfusion intraveineuse de concentré de facteurs de coagulation. La raison en est que ces patients ont déjà un certain niveau de facteur de coagulation et que le facteur de coagulation supplémentaire est destiné à compléter ce qu'ils ont déjà. Par conséquent, il n'est souvent pas nécessaire de leur administrer plusieurs perfusions jusqu'à la résolution de l'hémorragie. Bien entendu, le traitement de l'hémorragie doit être surveillé. Comment savez-vous que le patient a répondu au traitement? Nous utilisons le système standard de classification de la réponse en 4 points. Excellente, bonne, modérée et aucune réponse. La réponse d'un patient est considérée comme excellente s'il y a un soulagement complet de la douleur et ou une résolution complète des signes de l'hémorragie dans les 8 premières heures après le début du traitement. On considère que le patient a une bonne réponse s'il y a un soulagement significatif de la douleur et ou une amélioration des signes de saignement dans les 8 heures environ après la perfusion initiale du concentré de facteurs de coagulation. On pense qu'il y a une réponse modérée au traitement s'il y a un modeste soulagement de la douleur et ou une amélioration des signes dans les 8 heures qui suivent la perfusion initiale. Enfin, on considère qu'il n'y a pas de réponse au traitement s'il n'y a pas d'amélioration ou une amélioration minime ou si l'état du patient s'aggrave, bien qu'il ait reçu un traitement de substitution dans les 8 premières heures après le début du traitement de l'hémorragie. Une approche très utile pour analyser la réponse au traitement. Presque tous les saignements sont associés à la douleur et le traitement de la douleur est un élément très important de la prise en charge de l'hémarthrose. À cet égard, nous avons formulé un certain nombre de recommandations. La première est que toute douleur devrait idéalement être évaluée à l'aide d'un système de gradation. Le guide de la FMH recommande l'échelle de la douleur de l'Organisation mondiale de la santé pour évaluer la douleur. Une fois la douleur évaluée, un agent analgésique approprié doit logiquement être utilisé. Pour les douleurs légères et modérées, des agents tels que le paracétamol peuvent suffire. Pour les douleurs sévères non associées à l'inflammation, on peut utiliser des opioïdes ou du tramadol. Et bien sûr, nous encourageons l'utilisation d'inhibiteurs de la COX-2 pour les patients souffrant de douleurs chroniques associées à des saignements, afin d'éviter l'utilisation d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont connus pour exacerber l'environnement des saignements. Si l'on regarde l'utilisation des opioïdes,
Pour la première fois dans cette directive, la FMH recommande l'utilisation d'opioïdes chez les patients souffrant de douleurs sévères. Bien entendu, la deuxième recommandation est de limiter la durée d'utilisation des opioïdes par crainte d'une dépendance et ou de la réticence des patients à arrêter les opioïdes s'ils en prennent depuis longtemps. Il s'agit d'une recommandation différente de celle de la ligne directrice précédente où l'utilisation des opioïdes était en fait déconseillée et non recommandée. Il y avait suffisamment de preuves pour que nous puissions recommander que l'utilisation des opioïdes est en fait appropriée pour les patients atteints d'hémophilie. Si on passe aux soins complémentaires, le RICE et l'aspiration des articulations, car il existe un certain nombre d'acronymes qui résument les thérapies non substitutives que nous utilisons chez les patients hémophiles. Donc il s'agit notamment de RICE, RICE, qui signifie repos, et glace, compression et élévation. Il y a aussi le PRIS, qui consiste à ajouter une protection en plus du repos, de la glace, de la compression et de l'élévation. Ensuite, il y a le POLIS, dans lequel le repos est remplacé par une charge optimale. Il suffit de dire bien sûr qu'il a été démontré que l'utilisation de la glace réduit la douleur associée à l'hémarthrose aiguë. Cette méthode est utilisée depuis longtemps par de nombreuses personnes dans le monde. Donc la recommandation concernant les thérapies d'appoint est que nous recommandons l'utilisation de thérapies ou de traitements complémentaires, que ce soit dans le contexte de RIS ou PRIS ou POLIS. Il faut noter bien sûr que dans de nombreuses régions du monde, il y aura des cas où les patients n'auront pas accès à un traitement de substitution ou de remplacement et dans ce cas-là, les traitements complémentaires deviendront la principale modalité de prise en charge de l'hémarthrose. En réalité, il est important que chacun se familiarise avec ces soins complémentaires. La question de savoir si l'hémarthrose doit être aspirée ou non est controversée depuis un certain temps. Dans les lignes directrices actuelles, il existe une recommandation selon laquelle, chez les patients atteints d'hémophilie sans inhibiteur, qui suivent une thérapie de remplacement de facteurs et qui présentent une hémarthrose et une douleur, la douleur pourrait être liée à la tension du sang dans l'articulation. En réalité, l'arthrosynthèse peut être recommandée dans ce contexte. Il est également recommandé de ne pas pratiquer une arthrosynthèse de façon systématique chez tous les patients présentant une hémarthrose. Il convient évidemment de noter que cette directive s'adresse à des personnes du monde entier et dans différents environnements de santé. L'arthrosynthèse n'est pas une pratique courante en raison de la crainte d'introduire des infections intra-articulaires. Une fois l'hémarthrose prise en charge, si l'hémorragie s'est produite dans un environnement musculo-squelettique, il faudra passer à la rééducation. La rééducation est importante. Certains aspects de la rééducation ne doivent pas être négligés. Le plus important est que si l'hémorragie s'est produite dans une zone du corps telle que la hanche, le genou ou la cheville, il faut limiter le port de poids jusqu'à ce que l'hémorragie se soit résorbée au point de retrouver l'amplitude de mouvement de l'articulation telle qu'elle était avant l'hémorragie. Cela nécessite une évaluation continue de la part des prestataires de soins de santé et des physiothérapeutes et une adaptation aux besoins cliniques de l'individu. La recommandation, bien sûr, est de ne pas utiliser l'articulation si l'on veut que la rééducation soit réussie. Les recommandations supplémentaires de rééducation sont les suivantes.
Il est important que les personnes qui suivent un programme de rééducation le fassent après la mise en place d'une protection avec des facteurs de coagulation. Cela signifie que ces patients reçoivent un facteur de coagulation à titre prophylactique avant de suivre le programme de rééducation. L'objectif de la rééducation doit toujours être de retrouver l'amplitude des mouvements et la fonction que le patient avait avant le saignement. Je voudrais passer maintenant aux hémorragies potentiellement mortelles, la plus importante étant l'hémorragie du système nerveux central. À cet égard, je voudrais vous donner un petit exemple d'un patient qui a été vu dans un hôpital secondaire. Il se plaignait d'un mal de tête persistant qui ne répondait pas à l'analgésie. Cet hôpital a décidé de faire un scanner. Comme vous pouvez le voir, le scanner a révélé un saignement intracérébral. Et il se trouve qu'à ce stade, cette personne n'a pas reçu de facteur de coagulation et qu'elle a été transférée. Lorsque le patient est arrivé au centre de traitement de l'hémophilie, il nous a dit que le mal de tête avait empiré. On a refait un scanner qui a révélé un élargissement du saignement. Le saignement s'était donc étendu. La plus grande leçon que je tire de ce cas est que tout traitement de substitution doit précéder le diagnostic ou toute autre procédure prévue sur le patient. Bien sûr, le patient n'avait besoin d'aucune procédure. Il avait juste besoin d'être transféré dans un CTH et il y a eu un retard dans le traitement de remplacement du patient. La recommandation de la version actuelle des lignes directrices de la FMH est que les patients hémophiles présentant des saignements suspects du système nerveux central. Pour ces patients, un concentré de facteurs de coagulation devrait être administré immédiatement, avant toute autre procédure. C'est la leçon que nous avons bien sûr tirée de ce cas. La deuxième recommandation est qu'il ne suffit pas d'administrer une seule dose. Dans le cas de certains patients, il peut être nécessaire de maintenir cette prophylaxie pour éviter qu'ils ne saignent à nouveau. La prophylaxie secondaire est donc recommandée pour prévenir la récurrence des saignements chez certains patients. Prenons un deuxième scénario avec un danger de mort. Il s'agit de l'hémorragie dans la gorge et le cou. Ce patient présentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. Il a remarqué qu'à l'intérieur de sa bouche, il avait un caillot logé dans sa luette et il a eu le bon sens de se prendre en photo. C'est alors qu'il nous a consultés. Il avait des difficultés d'élocution et j'ai décidé de regarder sous sa langue et en fait, il avait un hématome sous la langue. Quelques heures plus tard, ce patient a dû être admis en soins intensifs pour une hémorragie importante de la gorge. Il a fallu lui faire une trachéotomie. Je ne vous montrerai pas la photo de la trachéotomie, mais je vous montrerai la photo après que ce patient ait été guéri d'une hémorragie massive de la gorge et du cou qu'il avait subie. Bien sûr, sa vie a été sauvée. Conclusion. Lorsque les patients présentent une hémorragie de la gorge ou du cou, il s'agit d'une urgence médicale. À cet égard, le chapitre 7 contient un certain nombre de recommandations. La première est que ces patients ont besoin d'un remplacement immédiat des facteurs de coagulation. Ils ont également besoin d'une évaluation critique par des prestataires de soins de santé appropriés car l'état de ces patients risque de se détériorer s'ils reçoivent simplement un facteur de coagulation et s'ils sont laissés seuls. Ce qui est peut-être plus important, c'est la deuxième recommandation concernant l'hémorragie de la gorge et du cou, à savoir qu'il ne faut pas donner une seule dose et s'arrêter. Il faut continuer jusqu'à ce que l'hémorragie se résorbe ou soit résorbée.
ce qui est très utile est repris dans la troisième recommandation, c'est-à-dire que si l'hémorragie concerne les muqueuses, l'utilisation d'un antifibrinolytique est très importante. Comme vous le savez, les antifibrinolytiques sont très efficaces pour arrêter les saignements associés aux muqueuses. Bien sûr, certains de ces saignements sont déclenchés par une infection, comme dans le cas de notre patient, et l'utilisation d'antibiotiques peut donc être utile. Ces recommandations font partie de celles que nous avons formulées au chapitre 7 concernant la prise en charge des hémorragies de la gorge et du cou. Le tableau le plus important de ce chapitre est celui que je vous montre. Il semble très complexe, mais il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je vais vous présenter certains aspects de ce tableau. Vous vous souvenez que dans la version précédente des lignes directrices, nous avions des recommandations pour les environnements à faibles ressources et à ressources élevées. Un scénario dichotomique que nous avons essayé d'abandonner. Mais nous avons reconnu bien sûr que dans le monde entier, il y a des modèles de pratique qui sont assez répandus dans les environnements à faibles ressources et d'autres qui sont répandus dans les environnements à ressources plus élevées. C'est pour cela que ce tableau a été créé. Les modèles de pratique concernent les différents sites de saignement et il est intéressant de noter que dans certains cas, le traitement initial n'est pas suffisant. Il faut alors administrer un traitement d'entretien, comme c'est le cas par exemple pour les saignements du muscle profond de l'iliopsoas, les saignements intracrâniens, les saignements gastro-intestinaux, etc. Le deuxième élément est que nous avons reconnu que nous avons affaire à deux phénotypes différents, l'hémophilie A et l'hémophilie B, et que les approches en termes de remplacement des facteurs de coagulation peuvent être différentes. Nous reconnaissons bien sûr que dans certains cas, les gens peuvent choisir un modèle de pratique dans lequel les doses les plus faibles de facteurs de coagulation sont utilisées et dans d'autres cas, des doses plus élevées. Ce tableau donne des indications sur ce qui devra être le niveau maximal de facteurs dans le cadre du modèle de pratique à faible dose et du modèle à forte dose, ainsi que sur la durée du traitement pour ces patients. Enfin, pour résumer, j'espère vous avoir fait comprendre qu'un diagnostic précoce est crucial pour une prise en charge réussie des hémorragies spécifiques chez les patients hémophiles. J'ai également indiqué que le traitement précoce par concentré de facteurs de coagulation est le soin de référence qui est maintenant accepté dans le monde entier. Nous reconnaissons bien sûr l'importance des soins complémentaires, mais ce n'est pas le traitement de référence. Le traitement avec facteur de remplacement constitue le traitement de référence. Dans l'ensemble, le traitement doit être administré en quantité et en durée suffisante, comme le montre le tableau précédent, afin de parvenir à l'hémostase. Et le traitement d'hémorragie spécifique doit idéalement être individualisé et ciblé, avec des résultats bien définis par site de saignement. Enfin, les modèles de pratique à faible dose et à forte dose sont tous deux acceptables pour la prise en charge des hémorragies spécifiques dans l'hémophilie. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Je tiens à remercier l'Alliance de l'hémophilie et le soutien du personnel de la FMH pour la réalisation de cette présentation.